Salut les M&M's, c'est JP. Aujourd'hui, vous nous retrouvez encore avec Manu qui commence à être un habitué de nos interviews. On a décidé de sortir nos plus belles casquettes pour certains, nos plus belles moustaches pour d'autres, les plus belles lunettes pour d'autres encore. On reçoit aujourd'hui le duo de Fortifem. Donc Fortifem, vous les connaissez certainement leur travail, vous ne connaissez peut-être pas leur visage, mais vous les avez forcément déjà vus. On va les laisser un petit peu se présenter et à la fin de cette interview, vous allez dire bon sang, mais c'est bien sûr, je les connais, je les veux. Salut tout le monde, salut Adrien, salut Jess. Salut. Ça va bien? Ça roule, merci de nous recevoir. Ouais. Merci à Manu de nous avoir tous mis en relation. Oui. C'est vrai que Manu nous en avait parlé lorsqu'on avait fait son interview, effectivement, donc pour Human of Metal. Et clairement, voilà, nous, ça rentre dans l'esprit des interviews qu'on va faire de Memento Mori. Quand on parle du métal, mais pas que, ça ne concerne pas que les musiciens. Parce que notamment, vous évoluez dans un domaine qui est relativement très important, mine de rien, pour les musiciens ou pour tout le reste. Donc l'illustration, toutes ces choses-là. Et mine de rien, c'est vrai que parfois, un très bon visuel, ça aide aussi à pouvoir s'acheter un très bon album. Ça donne envie de. Donc, faut dire ce qui est. Histoire de faire un petit CV très très court en quelques secondes, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis donner des faits d'armes qui pourront dire sa marque? Allez, feu. Oui, donc on est Fortifem, donc Adrien et Jessie. On s'est lancé dans l'illustration il y a 12 ans à peu près, en se concentrant dès le départ sur l'illustration pour la musique, principalement pour le métal. Et puis voilà, maintenant on s'est un peu diversifié aussi. On fait aussi des illustrations pour l'édition, pour la mode. Mais ouais, ça reste principalement le métal, pochette, poster, t-shirt, beaucoup de t-shirts. Ouais, on a un petit peu commencé ça à côté de nos boulots respectifs. On était tous les deux graphistes. Moi, je bossais en agence et Jessie bossait en graphiste indépendant. Ouais. D'accord. Et puis, en fait, c'est le soir pour aider des potes, à force de tiens, j'aimerais bien que tu me fasses un fly, et j'aimerais bien que tu me fasses un tiche, et j'aimerais bien que tu me fasses un poster. Et à force, ça a pris de plus en plus, et puis on s'est dit pourquoi pas tenter de faire ça à plein temps, Ouais. quoi, parce que y a une réelle demande, qu'on y prenait réellement plaisir, et qu'en fait, on en avait marre d'aller au boulot et d'attendre de commencer la deuxième journée du soir, celle où on se retrouvait et on allait bosser pour d'autres, quoi. Donc, c'est ce qui a fait qu'on on a commencé à bosser pour des petits labels qu'on nommera peut-être après. Par exemple, en fait, à la base, c'est Srotrunner qui, label à la base de Laval, maintenant à Nantes, qui nous a demandé son logo. On a fait le logo, ça l'a fait. Et puis, on a fait une pochette de disque, et puis une autre pochette de disque. Donc, on a fait quoi pour Coward et Regarder les hommes tomber. Et ensuite, ça a un petit peu monté en puissance parce qu'il y a eu un effet boule de neige. Et ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à bosser peut-être parmi certains des plus grands groupes de métal, tout en continuant à bosser avec les gens avec qui on avait toujours bossé, quoi. Ce qui est assez rigolo, justement, tu parles de Regarde les hommes tomber, et on peut dire que c'est un peu grâce à ça que ça a commencé pour le grand truc. Parce que, si j'ai bien suivi, Matefi, donc le leader de Trivium, est tombé sur cet album-là qu'il adorait. Et en fait, il a fait une boule de neige où il vous a contacté pour vous demander de travailler sur du visuel. C'est ça, si j'ai bien suivi. Ouais, on l'a vu. Ouais, c'était sur Twitter, je crois. On a vu qu'il portait un t-shirt de Regarde les hommes tomber. Donc on lui dit c'est coucou, c'est nous. Et là, tout de suite, il nous dit écoutez, j'ai vraiment découvert ce groupe grâce à la pochette. Ouais. Parce que ça m'a donné envie d'écouter. J'ai découvert après que Regarde les hommes tomber, c'était super, quoi. Et donc il nous dit voilà, j'aimerais bosser avec vous, du coup, est-ce que vous pourriez me faire des t-shirts? Donc on en a fait pas mal. Et après, c'est lui qui a parlé de nous également à Emperor. Ouais, c'est fou, quoi. Donc un jour, en fait, on reçoit un email de quelqu'un. Des fois, les groupes se présentent pas vraiment. Il y a des mecs qui vont te dire salut, j'ai un groupe, vous faites des pochettes.
fait oui. C'est quoi ton groupe? Ouais. C'est quel genre? Comment tu t'appelles? Tout ça. Et puis, des fois, on reçoit des mails avec quelqu'un qui fait bonjour. Je m'appelle Thomas, je joue dans un groupe de black metal norvégien qui s'appelle Emperor. Là, tu vérifies que tu es bien assis dans ton siège, quoi. Oui. T'as ton toit de 16 ans qui est en train d'hurler. Qui prend sa plus belle pose black metal comme ça, là. Ouais, carrément. Et du coup, il nous dit, en fait, on a des petits problèmes avec le comté ou je sais pas, la province de Bergen parce que notre logo utilise des lions Ouais. qui sont, tu vois, ils ont un blason et il utilise des lions qui sont copyrightés, en tout cas, qui sont des D'accord. Ouais. Donc, on aimerait bien que vous nous retapiez le logo. Et on fait OK. On fait ça, c'est cool et ça se passe super bien. Et puis, on se retrouve à leur faire du merch, quoi. Ouais. Putain, c'est fou ça. Et tout ça, à la base, grâce à nos amis de Regarder les hommes tomber Ouais. et quelque chose qui leur est tombé un petit peu hors de contrôle. Donc, en fait, très rapidement, on a commencé à comprendre que, en fait, il n'y a pas de petits groupes et il n'y a pas de petites collabs, puisque tout peut mener à des choses exceptionnelles, Ouais. même sans monter forcément en puissance, hein, parce que de temps en temps, on se retrouve à avoir une collaboration, même si Regarder les hommes tombés, c'était resté à Regarder les hommes tombés et au groupe qui se développe autour. Ouais. On en était ravis parce que Ouais. voilà, on a des potes pour la vie. On s'est retrouvés à chialer devant leur concert à la Philharmonie quand ils ont fait avant le lancement de l'Expo Metal, quoi. Donc globalement, il n'y a pas de petite demande. Des fois, il y a une fulgurance. Et puis, l'important, c'est d'y mettre le même soin et le même plaisir, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis effectivement, on peut très bien tomber sur une demande d'un petit groupe qui commence et qui devient un trivium quelques années plus tard. Comme un groupe, effectivement. Alors, il paraît qu'il faut rarement rencontrer ses idoles parce qu'on peut être déçu. Ça peut aussi. Je sais pas ça. Mais bon. Ouais. Ça peut, mais des fois, il y a des trucs qui font chier aussi. Nous, par exemple, en parlant, il n'y a pas de petite collab. Par exemple, un jour, il y a à peu près 12 ans, à peu près 11 ans, il y a un mec qui nous fait « Salut, je suis pas de Paris, je suis pas cool et je fais de l'électro, vous voulez me faire un logo ?» Et on lui a fait ça, et c'était Carpenter Brut, et depuis, en fait, on bosse ensemble et on continue. Ça fait, on a fêté notre première décennie de collab ensemble, et on s'occupe de toute l'imagerie qui sort de chez lui, quoi. Et c'est vrai que quand on lui a fait le logo, au début, on n'imaginait pas les proportions que Carpenter Brut allait prendre, quoi. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, pourtant, il évolue dans une sphère assez synthwave, assez électro, ou quoi que ce soit, et les métalleux accrochent à mort. Il y a beaucoup de métalleux qui accrochent sur ce truc-là, alors qu'à côté de ça, un truc à la Nine Inch Nails ou un truc effectivement à la Amarante, qui pourtant est hyper kitsch avec du boom boom techno aussi, et ben ils vont vomir partout. Donc bon, il y a quand même effectivement une corrélation. Ça reste dans un environnement métal. Mais vous avez cette intelligence de vous ouvrir sur d'autres trucs. Mais les gens savent que s'ils vont venir vous demander quelque chose, ça va rester quand même de toute façon plus ou moins dans un truc assez métal. Ouais. Manu, tu es discret depuis tout à l'heure. Je t'écoute. Ouais. Non, mais j'aime bien, j'écoute. C'est un plaisir. Non, moi je me posais la question, comment est-ce que vous travaillez un peu différemment en fonction des groupes qui vous sollicitent en fait? Je suppose que vous devez quand même vous adapter un peu à leur univers, tout en conservant le vôtre. Donc comment ça se passe, ce petit mélange? Ouais, ça dépend. On a quand même à peu près les mêmes méthodes à chaque fois. Après, on va avoir des groupes qui marchent beaucoup, qui ont une vraie sensibilité visuelle, qui ont des images quand ils créent leur musique. Donc là, on va avoir des fois, typiquement avec Carpenter ou avec Alceste aussi, c'est des gens qui ont déjà des images en tête et donc qui vont nous proposer des inspirations déjà à la base, et nous après on va accompagner ça et rajouter nos envies aussi derrière, quoi. Il y a un cahier des charges un peu avec un truc imposé en disant voilà, nous on aimerait que ça soit ça, voilà. mais à votre façon. Ouais, en fait le truc c'est que, et heureusement tous les artistes musicaux sont pas forcément des artistes visuels, tu vois. Il y a des gens, moi, enfin,
c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde a du goût, mais à retranscrire, à expliquer ce qu'on veut. Tu vois, tout comme un artiste visuel peut pas dire putain, j'aimerais que ça sonne comme ça, mais je saurais pas l'expliquer. Donc, il y a toujours une phase d'harmonisation qui se passe. Et elle passe par l'image. Donc, nous, en général, quand c'est des groupes qu'on connaît pas, on leur dit, nous, on pense que c'est cette direction qui peut être la bonne, mais on leur demande, n'hésitez pas à nous envoyer des images de trucs que vous aimez, mais que ce soit des films, que ce soit des t-shirts, que ce soit des bouquins, que ce soit des photos, enfin. Nous, à la base, c'est con, hein, mais avec Jessie, on s'est rencontrés sur Tumblr. En fait, on repartageait des images de l'un l'autre, et parce qu'on kiffait l'esthétique de l'autre, quoi. Et c'est globalement comme ça qu'on continue de bosser aussi, Ouais. c'est-à-dire à envoyer des images avec un petit dossier, avec une quinzaine d'images. Qu'est-ce qui résonne? Est-ce que vous vous projetez dans ce genre d'univers? Tu vois, tu fais des petits moodboards un petit peu pour comprendre et pour être sûr que nous, on saisit bien ce que le groupe veut retransmettre visuellement par sa musique. Et puis, bah, des fois, il y a des groupes, ils savent pas. Enfin, ils savent pas. Ils attendent de voir pour que ça clique. Oui, aussi. Tu vois, ils disent ah putain, oui, c'est ça que je veux. Et puis aussi, il y a d'autres groupes, ils viennent te voir parce qu'ils ont aimé ce que tu as fait pour l'un et ils aimeraient bien le remettre à leur sauce. Donc, l'important aussi pour nous, déjà, juste par intérêt, par motivation personnelle, de pas rechier le même truc et le filer au même groupe, c'est pas intéressant ni pour le groupe ni pour nous. C'est de trouver une façon, je vais dire, d'incarner au mieux l'esthétique, le message et le mood du groupe, quoi. Quand justement, limite, un groupe vous dit moi, carte blanche, je veux du Fortifem. Est-ce que vous demandez à écouter un peu? Est-ce que vous-même, vous allez faire vos recherches en disant putain, ça me parle, moi j'ai cette image-là? Ou il y a des moments où vous vous dites j'ai pas d'idée, toi qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je te laisse te débrouiller avec ça. Déjà, la carte blanche, c'est un truc. Carte blanche, ça nous fait un petit red flag aussi parce que il y a personne qui rentre, par exemple, dans un resto et qui fait bon, je sais pas, servez-moi un truc, quoi. Oui. On a tous une envie. Si on choisit de venir là, c'est parce que il y a quelque chose qu'on aime bien. On n'est pas allé au hasard. Par contre, si effectivement on sait que je rentre dans ce resto et je sais que tout est bon et surprenez-moi, ça peut marcher. Mais il y a un petit échange quand même pour dire non mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez retransmettre? Sinon on peut proposer, mais à chaque fois qu'on a une carte blanche. Si on sonde pas trop le groupe avant et qu'on propose, ça match rarement en fait. Ça match rarement ou ça te balance un j'aurais pas vu ça comme ça. Ouais. Oui, mais si tu dis carte blanche en même temps, c'est vrai, voilà quoi. Donc c'est juste pour s'économiser le temps de la réflexion, de la mise en forme et des choses comme ça. On préfère s'accorder au préalable. Ouais, en fait, quand même. Avoir juste quelques petites directives, ça nous est toujours plus simple. Après, c'est aussi que je pense qu'on est graphiste à la base. Donc on a l'habitude de plutôt, avant de répondre à des commandes, quoi. Donc c'est vrai qu'on aime bien avoir quelques petites directives. Oui. C'est ça, ouais. C'est une différence en tout cas qu'on essaie de mettre en place dans ce qu'on fait, c'est qu'on s'est jamais placé en tant qu'artiste. Profondément parce qu'on aime bien je vais dire changer de mise en forme, changer d'univers, changer de trucs comme ça, et c'est pas ok, moi je vais vous faire ma vision pour vous à chaque fois. Effectivement, on met plus, on met plus notre savoir-faire entre guillemets plutôt que notre vision, tu vois. Donc on est plus des artisans que des artistes dans la vibe, et on est plus effectivement des graphistes que des artistes plastiques, quoi. Le but pour vous, entre guillemets, c'est d'être les mains là où les artistes qui vous demandent quelque chose vont être la tête au final, quoi. Mais que eux vont pas avoir. Si grosso modo on devait schématiser, vous n'avez pas forcément vous la tête du projet, vous êtes que les mains, et c'est à l'artiste d'être à la tête et de faire la connexion entre vous pour pouvoir retraduire, ou vous allez quand même être un peu plus quand même dans le truc. Ah non, mais après il y a quand même nous on essaye un maximum je vais dire
comment dire, ouais, je vais dire de militariser visuellement l'esthétique, le truc du groupe. Et c'est pas, non, mais dites-moi quoi faire parce que là, j'ai pas envie de réfléchir à ça. Hein. Ouais. Non, puis après, bon, enfin, je pense qu'on a un style aussi. Il y a des choses aussi parce qu'il y a des choses qu'on sait pas faire. Donc on n'est pas que des mains, mais non, c'était histoire, tu vois, un petit peu de vulgariser les trucs parce que on tombe effectivement parfois sur des groupes qui commencent, qui ne savent pas comment ça peut fonctionner tout le à côté d'un album aussi. Ouais. Parce qu'il y a des contraintes aussi quand on fait une pochette, hein, il y a des tailles, il y a des machins, il y a des trucs. On peut pas non plus faire une pochette d'Iron Maiden sur un placard Spotify, quoi. Donc, et c'est pour ça que les groupes, parfois, c'est un peu une vision de vouloir rentrer peut-être un peu et mettre les pieds dans le plat dans un truc en disant au goût, parfois, il faut aussi peut-être vous donner un petit peu plus la niaque pour pouvoir aller contacter des gens qui vont travailler pour vous et qui vont vous proposer quelque chose plutôt que d'arriver en disant bah je veux ça, débrouillez-vous, c'est votre taf, quoi. Et puis écouter un peu l'expérience des personnes qu'on contacte, quoi. Exactement. Savoir sur quel format bosser, utiliser une illustration qui va finir en affiche peut-être. Voilà quoi. Entre, comme tu disais, le timbre-poste sur Spotify et une affiche pour un concert, bah, c'est pas la même chose, quoi. Ne serait-ce que le visuel entre effectivement même une pochette CD et une pochette vinyle. On avait eu l'occasion d'en discuter avec Sébastien Mockers à l'époque quand on avait parlé de son groupe Euro où il avait fait l'illustration de son premier album. Il disait c'est vrai qu'on n'avait jamais pensé qu'un jour on le sortirait en vinyle, ou moi j'avais fait une illustration, voilà. Et là ils bossent sur leur deuxième album et comme il disait, bah j'ai réfléchi sur qu'est-ce qu'on va rajouter en plus derrière sur un truc en vinyle, parce qu'on peut déplier, parce qu'on peut faire vraiment, et comme dit effectivement Manu, même une affiche de concert peut être radicalement différente qu'une illustration d'un album, effectivement, quoi. Si on revient, alors on fait un gros flashback à la Scooby-Doo, on revient au tous les débuts. Qu'est-ce qui vous a poussé, enfin, quel est l'artiste ou le groupe où vous vous êtes dit, je veux travailler dans ça, je veux travailler dans l'illustration, c'est quelque chose qui me plaît? Bah, je sais pas s'il y a un artiste en particulier. Je crois, en tout cas personnellement, moi, ça a plus été, c'est les Berruriers Noirs qui m'ont donné vraiment envie par le côté associatif, le côté flyer, le côté poster, le côté tout le monde a sa place et peut faire son truc, qui m'a donné envie de m'intéresser un petit peu à l'imagerie. D'accord. Et au code et me dire putain mais oui effectivement ça m'a mis les pieds dans le punk, qui m'a mis aussi les pieds dans le métal, et puis de se dire waouh, il y a des tu peux mettre à profit de musiciens ton savoir-faire de pas trop mauvais dessinateurs, de pas trop mauvais graphistes, pour pouvoir faire des choses ensemble. Et ça tue aussi, en tout cas, nous, c'est une chance immense qu'on a de se dire, il y a des groupes qui composent des chansons qui vraiment nous foutent les poils, et on se retrouve à devoir incarner visuellement ce qu'ils font, quoi. Ouais. Et cette chance de se dire, que ce soit pour un fly de concert ou que ce soit pour un album, de se dire waouh, j'ai conçu la partie visuelle qui aussi filera un souvenir, que ce soit je vais acheter un t-shirt ou alors une photographie, ou alors juste j'aurai cette affiche en tête quand j'y repense, et quand je repense aussi à ce concert que j'ai vu, ça tue et c'est un honneur. Donc c'est cette possibilité qui en tout cas moi personnellement m'a hypé le plus, quoi. Et toi, Jessie? Bah, moi, à la base, j'écoutais pas trop de métal. J'ai vraiment découvert en rencontrant Adrien. Okay. Mais j'adorais l'illustration. Et c'est... je trouve que, dans le métal, on a la chance que le graphisme, c'est hyper important. Ah oui. C'est une musique où il y a beaucoup de vinyle et puis beaucoup de t-shirts. Et du coup, moi, l'illustration que je faisais, elle était un peu sombre et un peu dark. Et du coup, ça collait très bien avec ces univers-là. Et puis, je trouve ça super d'écouter une musique et d'en créer quelque chose de visuel, quoi, de s'inspirer de la musique pour créer quelque chose. Je trouve ça génial. Donc je pense que voilà, le métal, c'était parfait pour moi. Puis il y a beaucoup d'illustrateurs quand même très connus dans le métal. Enfin, je pense que Manu va être d'accord avec moi, mais on va penser en premier à Derek Riggs, d'Iron Maiden, qui a tout de suite eu voilà.
Voilà, dans le côté plus death metal, Dan Seagrave aussi, qui a toujours eu un truc voilà, très rare. Je vois ton t-shirt de Ball Thrower, c'est pareil, ils ont toujours eu des visuels. Enfin, voilà, c'était des trucs où, même si on n'aimait pas Ball Thrower, on passait des heures à regarder les visuels de Warhammer, Bien sûr. ces trucs-là. Enfin, voilà, donc c'est hyper, hyper important. Vas-y. Et j'allais juste dire, bien sûr, il y a des pochettes iconiques dans tous les genres de musique, mais il n'y a pas d'autres genres où la place de l'artwork a autant de place dans la vie des gens. C'est-à-dire que c'est rarissime dans d'autres mouvements musicaux que des gens portent la pochette de leur album préféré sur un t-shirt au quotidien. Ou les Stapatch. Ouais. Se le fasse même tatouer carrément. Hein. Ouais, carrément. Mis à part des pochettes de David Bowie à la limite, parce que voilà, ça va être un éclair ou un truc comme ça. Mais tu vois rarement quelqu'un avec un tatouage de Mister Oiseau ou David Guetta tatoué sur le poignet. Ouais, carrément. Ah, bon. Fuck me, I'm famous. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble du coup? Alors vraiment, vous vous êtes dit à ce moment-là, c'est la meure. Vous avez pas eu un petit peu cette frayeur de vous dire est-ce qu'on va être capable de pouvoir faire la différence entre privé et pro, ou ça a jamais été une question et d'emblée ça a été facile pour vous? Bah, c'est pas que ça a jamais été une question, c'est que ça a jamais été un problème en fait. Donc, enfin, je t'en prie. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, c'est vrai que ça, dès qu'on s'est rencontrés, on avait des moments où on dessinait chacun de notre côté, et puis, ben, on s'est mis à faire des dessins ensemble. Et c'était simple, quoi. C'était vraiment dès le départ. Je pense que Fortifem, en plus, on a créé ce nom et cette collaboration un an après s'être rencontrés seulement, quoi. Donc ça a très vite fait partie de notre vie, et même si ça n'avait pas été devenu notre activité de travail, on aurait dessiné ensemble dans tous les cas, quoi. C'était évident, quoi. Disons que ça a jamais été aussi fait par une nécessité, mais plus des petites opportunités, des trucs comme ça. Quand on a un pote sérigraphe, Olivier qui nous dit, Olivier Maresco, qui nous dit hey les gars, j'aime bien vos dessins, ce serait cool qu'on fasse une expo et des prints. On fait bah ouais, carrément. Et tiens, on a l'opportunité de faire une affiche pour un festival, bah putain, faisons-le, ouais, ça tue. Et en fait, le boulot, ça s'est jamais vraiment arrêté. Au bout d'un moment, bah, ce qu'on faisait sans trop réfléchir, on a commencé à le faire en réfléchissant de moins en moins parce que ça abondait. Et il n'y a jamais eu de moment, putain, merde, il faut qu'on fasse des appels d'offres ou des trucs comme ça. Ça a toujours été quelque chose qui s'auto-alimente. Et puis avec le bouche à oreille, et puis même le relationnel, parce qu'on avait au final pas mal de potes, que ce soit dans l'orga ou que ce soit dans la musique. Tout le monde avait quelque part un besoin, une envie, donc c'est cool. En fait, c'est ce qu'on dit toujours à des jeunes artistes. Personne saura que tu existes si tu leur dis pas que tu existes au final. Et donc il faut montrer ce qu'on fait. Il faut dire putain les gars, j'adore votre truc. Est-ce qu'on peut faire un t-shirt? Et c'est comme ça que les choses prennent, quoi. Ouais. Après sur le côté privé et professionnel, bon bah c'est vrai que il y a pas vraiment de diff, surtout qu'on bosse de chez nous maintenant, donc ouais, le travail il prend beaucoup de place au final, quoi. Mais bon, ça nous va, quoi. Il y a des gens qui arrivent à trouver cet équilibre dans ça sans problème. Hein. Il y a d'autres personnes pour qui c'est très compliqué parce que ils aiment bien compartimenter et ne pas que ça impacte l'un sur l'autre, parce que on a tous forcément connu à un moment un petit tacle perso sur un truc professionnel quand quelque chose se sentait un peu. Voilà. Et d'autres personnes avec qui c'est tellement simple et que ça roule qu'au final, comme tu dis, c'était même pas un problème en fait. Ça n'a jamais été. C'était tout simple. Quoi. Non, ouais, si c'est pas cassé, ça sert à rien de le réparer. Hein, donc, Exactement, c'est une très belle phrase, ça. Exactement. Donc, comment ça se passe au niveau de votre collaboration? Vous avez des spécialités tiens, moi je fais ça parce que je maîtrise et t'es une brêle à côté de moi. Ou, comment ça se passe? C'est un peu ça. C'est pas mal. C'est qui la brêle? C'est pas mal le feeling, en fait. L'intérêt, c'est de prendre le plus de plaisir. Ouais. Donc globalement,
Déjà, quand on a un sujet, un projet, c'est qu'est-ce qu'on visualise, quelle forme ça peut avoir, et donc on le conçoit chacun, tu vois, ensemble, ou alors moi je pense qu'on pourrait faire ça. Ah ouais, moi je pense qu'on pourrait faire ça. On s'accorde, tu vois, et on essaie de trouver la meilleure piste. Et de toute façon, on propose assez souvent plusieurs pistes. Ouais. Ou plusieurs sketchs, quoi. Et puis ensuite, on se dit, ouais, vu la forme que ça prend, par exemple, si on fait un truc un petit peu abrupt, un petit peu hard, ça va être moi. Ou si on met quelque chose de plus vaporeux, de plus organique, ça va plutôt être Jessie. Et puis des fois, on fait du ping-pong, quoi. Il y en a un qui va mettre en forme le truc, il y en a un qui va le réaliser, le dessiner, et puis ensuite l'autre va le cleaner et le mettre en couleur, quoi. Ouais, c'est vraiment souvent du passe-passe, quoi. Ça arrive très souvent qu'il y en ait un qui s'occupe du sketch et que ce soit l'autre qui fasse l'illustration finale au final. C'est ce que j'allais poser comme question, effectivement. Est-ce que ça arrive parfois que y en a un qui commence un truc, il dit ah putain, j'y arrive pas, bon vas-y, fais-le, parce que Ouais. donc, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe pour le coup. C'est vraiment le truc. On est d'horribles personnes vieillissantes, donc au bout d'un moment, en fait, c'est important de bosser à son confort aussi et de faire ça de manière la plus harmonieuse, parce qu'on fait pas ça pour se faire chier, quoi. Et puis l'intérêt, c'est que le projet ne peut que être meilleur quand on livre un projet où on sent que l'artiste a pris du plaisir, et donc le résultat peut être que meilleur, quoi. Ouais, c'est de la complémentarité au final et c'est cool, quoi. Donc, ça. On parlait tout à l'heure effectivement donc de la rencontre entre guillemets virtuelle avec Matifi, du coup qui a décollé sur Empereur. Être choisi par des groupes, du coup, c'est vrai que c'est hyper gratifiant parce qu'on se dit putain, c'est cool. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que vous êtes tombé sur un groupe qui vous a contacté, pourtant un groupe que vous adorez, et vous vous êtes dit non, désolé, là pour le coup, c'est pas possible. Sans dire les noms, hein, rassurez-vous. Ouais, non, mais en fait, même au-delà des noms, ouais, je me rappelle qu'une fois, par exemple, on a eu un groupe, un vrai gros groupe d'SBM, quoi, qui nous contacte et qui nous dit, les gars, j'adore ce que vous faites, je serais hyper chaud que vous nous fassiez un truc. Et on lui dit, ça va pas le faire parce on n'est pas du tout d'accord politiquement. Et c'est mignon d'avoir mis une petite cible au milieu de ton logo, mais ça, on n'est pas chaud, quoi. Ouais. Et en fait, le dialogue s'est super bien passé parce qu'il a fait OK, je comprends, il n'y a pas eu de soucis et trucs comme ça. Il vaut mieux dire quand ça passe pas. Et puis même en général, enfin, on a toujours essayé de bosser qu'avec des gens avec lesquels on aime la musique, n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et mais globalement, déjà, enfin, on essaie d'avoir le plus d'atomes crochus avec nos collaborateurs, quoi. Mais sinon, en général, quand on pense pas être le bon casting, on préfère toujours réorienter vers des potes ou vers des gens qu'on connaît et dont on apprécie le boulot et dont on connaît le professionnalisme. Oui, voilà. C'est-à-dire, contactez-les, eux, ils seront meilleurs que nous, en tout cas, pour faire ça. Et puis, au pire, on peut se retrouver sur un truc un petit peu différent à un moment, quoi. Oui, c'est important aussi de pouvoir choisir. Comme tu dis, s'il n'y a pas une symbiose aussi, si tu n'arrives pas à représenter musicalement un truc, c'est pas simple, hein, parce qu'au final, même l'artiste va recevoir le truc en disant, ce que tu disais tout à l'heure, le fameux A, Ouais. pas vu ça comme ça, quoi. Non, l'intérêt, encore une fois, c'est de produire la meilleure chose possible. Et nous, notre problème, c'est d'arriver à, je vais dire, retransmettre avec la main ce que le cerveau voudrait. Mais pour l'artiste, c'est d'avoir le truc le plus qualitatif et le plus approprié à son style, quoi. Des fois, effectivement, par exemple, Carpenter Brut, c'est assez rigolo parce que, ouais, il nous sort de notre zone de confort aussi parce qu'il pense beaucoup visuellement. Et donc, des fois, on se dit, hey, putain, ce serait hyper bien de faire un truc vraiment comme ça. Et on dit, mais c'est pas vraiment ce qu'on fait, hein. Et on le tente. Et puis, au final, on en chie et on est content quand même. Ouais, c'est vrai que c'est avec lui qu'on a dû relever quelques défis
qui nous demandait des choses et on se dit bah non, on sait pas trop faire ça. Et au final, de le faire, on l'intègre après à notre travail et on peut le réutiliser sur d'autres projets. Enfin, je pense que vraiment au niveau de la couleur surtout. Ah bah oui, en plus. Avant lui, on faisait vraiment que du noir et blanc, quoi. Et c'est lui qui nous a un peu forcé à faire de la couleur. Et maintenant, on adore, quoi. C'est sa faute, on fout du fluo maintenant. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que quasiment 13 ans après, c'est bien aussi de pouvoir se dire ouh, là, je suis au bord d'un truc, là. J'ai bien envie de le tester quand même, mais j'ai un peu les foies quand même, quoi. Ah ouais, mais c'est important. C'est cool d'aimer son confort, mais c'est important aussi de rester sur la brèche et de se mettre en danger. Ouais. Parce que sinon, ça devient chiant. Enfin, en tout cas pour nous, il y a des artistes qui sont très en phase avec le fait qui maîtrisent leur sujet et de pouvoir le décliner assez facilement. Nous, je pense qu'on s'ennuierait un peu vite. Oui, voilà. Ouais. Bah, c'est bien quand même. Hein. On est quand même à une époque, c'est vrai qu'avec Manu, on avait déjà parlé, où tout sur, allez, on va dire 97% des sorties actuelles des groupes, coucou le chat, beaucoup quand même proposent un style de métal parfois assez générique. Enfin voilà, on va prendre sur 10 groupes, il y en a 8, t'as l'impression que c'est les mêmes albums. Si en plus on se retrouve avec un illustrateur qui refait à chaque fois le même type de pochette, où en fait on change juste le logo, enfin voilà, c'est vrai qu'après c'est quelque chose qui peut aussi Ouais. Ah ben nous c'est typiquement avec la synthwave, bon maintenant c'est un genre qui s'est un peu calmé quoi, mais c'est vrai qu'on avait bossé avec Carpenter, on bossait aussi avec Perturbator et avec Ghost sans H, et qui étaient un peu les trois qui faisaient partie des plus connus quoi, et donc on a eu plein de petits groupes de synthwave qui se sont dit on veut avoir la même pochette que ces groupes-là, comme ça nous aidera à être connus aussi. On s'est même pris la tête avec un label qui nous disait « Ouais les gars, j'ai envie de vous faire ça ». On lui a fait « Non, je suis désolé, en fait, ça nous intéresse pas vraiment de bosser que pour la synthwave. » Oui, voilà, parce on peut pas devenir les illustrateurs synthwave. Oui, voilà. Et puis c'est un genre, on aime bien les gens, mais c'est pas forcément un genre dont on est fan. On aime bien certaines fulgurances, mais c'est pas notre genre fétiche quoi. Et donc rapidement ça a un petit peu tourné au vinaigre avec ce label là, mais juste parce qu'on a dit que il y a plein d'autres personnes qui vous feront un truc beaucoup plus sharp que nous quoi. C'est rigolo justement que tu parles des demandes des labels. Je suis tombé alors je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube French Grip Channel. Non. C'est le batteur de Nicolas Muller, c'est le batteur qui a joué dans Smartchrone, il a joué dans Targos, enfin bon, c'est un mercenaire de la scène métal. Et en fait, cette semaine, il a sorti une vidéo qui reparle un petit peu de John Dolmayan, le batteur en fait donc de System of Down et l'histoire un peu de System of Down. Et en fait, il expliquait que parfois le label et le groupe aussi avaient décidé de s'appeler System of Down parce qu'étant fan de Slayer, ils voulaient que dans les bacs, il soit le plus proche possible en fait du compartiment Slayer en fait. Donc, tu vois, comme quoi il y a des groupes effectivement qui aussi ont très tranché et parfois certains labels aussi qui vont pousser ce qui rejoint ce que tu disais là, le label de Synthwave qui voulait en fait avoir ce truc là. Donc c'est assez rigolo ça, et tu vois comme quoi ça c'est assez souvent même la com ça s'est un peu calmé, mais à l'époque tu vois quand t'avais sur des CD pour les fans de machin puisqu'on va tout faire pour recréer des fils. Et même nous, on s'est retrouvés avec des gens qui disaient « Hey, l'artwork, c'est Fortifem, donc ça veut dire que c'est bien, puisqu'ils ont bossé avec machin. » Et ça fait partie du jeu, hein. Mais des fois, on se disait « Vous venez nous chercher pour avoir notre nom plutôt que l'artwork entre... » Et souvent, c'était ça. Mais ça fait partie du jeu. C'est gratifiant aussi. C'est gratifiant. Ah ouais, bien sûr. On est hyper honoré. Hein. C'est pas, ça nous pose pas problème. Et des fois, oui, ça a amené à de belles collabs. Hein. Mais disons qu'on est toujours un petit peu vigilant juste quand on voit, je vais dire un petit peu d'opportunisme. Oui, tu les vois venir au bout d'un moment. Hein. Oui, tu les sens venir, puisque l'intérêt, en fait, c'est toujours de faire des belles collaborations avec des artistes dont on croit au projet, tu vois. Et donc, c'est moins intéressant quand tu te dis, ok, il y a un rapport un petit peu juste d'utilisation ou d'appropriation qui est un petit peu chiant. Faites ce que vous voulez, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt de partage et sur le projet en lui-même.
Et dans l'autre sens, je pense qu'il doit aussi y avoir parfois des illustrateurs qui veulent à tout prix être dans une sphère d'un groupe très très connu parce qu'ils se disent si je vais faire un truc pour ce groupe-là qui a tant de machins ou quoi que ce soit, voilà, c'est. Oui, carrément. Mais après, moi, je trouve ça super. Là, c'est juste nous, notre point de vue et du rapport de je vais dire, juste un rapport simple et sain et honnête. Après, moi, n'importe quel illustrateur ou n'importe quel groupe qui veut bosser avec un artiste, contactez-le ou trouvez un moyen de contacter. Il y a rien de plus chouette de se dire putain, j'ai pu collaborer avec l'artiste de mes rêves, que ce soit dans une collab musicale ou artistique, quoi. Donc, est-ce qu'il y a encore un groupe justement avec qui vous n'avez pas collaboré et que vous adoriez, avec qui vous adoriez travailler? C'est souvent un truc sur lequel on sèche parce qu'on s'est retrouvé en fait à bosser avec pas mal de trucs qu'on aime. Et par exemple, ouais, je crois que on serait content de faire un truc, on en parlait tout à l'heure, de Nine Inch Nails. Ouais. Après, tu vois, il y a des groupes qui nous feraient kiffer, mais c'est un groupe de blagues qu'on aime bien, ou ce soit... Ouais, c'est pas forcément les gros groupes, quoi. Oui, c'est vraiment... Non, je parlais pas forcément de... Ouais, c'est un artiste. Tu vois, tu parlais tout à l'heure effectivement des Berus qui t'ont donné envie de te mettre dedans, effectivement, Adrien. Ça pourrait être justement un truc de se dire, tiens, c'est vrai que ça pourrait être kiffant avec le recul maintenant, l'expérience, de pouvoir me dire, tiens, grâce à vous, je fais ça, j'ai envie de faire ça avec vous. Quoi. Ah ouais, bien sûr. Je crois que si on en avait parlé une fois, ce qui nous ferait bien marrer, ce serait de faire quelque chose pour Mylène Farmer. Ouais. Parce qu'elle a au final une esthétique très très métal et ouais. on pourrait, ce serait très drôle, quoi. Clairement. Mais elle a toujours eu de toute façon un univers visuel. Enfin, tout était lié de toute façon, la musique, les clips, l'esthétique, le visuel. Enfin, c'est un tout. Mylène Farmer, c'est vraiment le packaging complet là-dessus. Et pourtant, ouais, on n'écoute pas vraiment. Non. Mais le truc, tu te dis, ok, c'est l'Apex Predator du live en France. Tu vois ses décors, tu vois. On a vu les décors de sa dernière tournée. Ça ridiculise tout le monde. Mais que ce soit même Ghost avec un H quand il met une petite cathédrale qui est très bien, qui est très belle. Hein. Mais là, Mylène Farmer, ouais, sa cathédrale, en fait, elle est à l'horizontale. Enfin, c'est pas les mêmes moyens, mais c'est juste ahurissant, quoi. Rien se kiffe de se dire, parce qu'en plus d'aller en concert et de voir son propre travail comme ça sur scène, de se dire, putain, c'est moi, quoi. Mais après, rien que l'émotion du petit backdrop simple. Mais oui. Tu fais un truc, tu te dis, ok, là, il y a un artiste qui défonce, qui est en train de faire rêver tout le monde, et il y a mon dessin derrière. Ouais. Ça vous est arrivé, ça, d'ailleurs? Par exemple, Emperor, en fait, quand on voit que c'est le logo qu'on a dessiné qui est derrière eux, quoi. Et là, tu fais, oh. Là, c'est petit selfie avec le truc derrière. Ah ouais, non, mais complet. Complet, ou alors. Ça fait toujours vraiment très plaisir de voir ça. Ou alors quand on dessine une poule de 6 mètres pour Igor, qui est sur son backdrop en permanence, et tu te dis, c'est nous. Donc non, ça tue, mais globalement, en fait, à chaque fois, dès qu'on voit un dessin, je veux dire, sorti de notre écran, que ce soit sur une pochette de disque, dans un magasin, que ce soit un visu sur un t-shirt qu'on croise dans la rue, dans un festival ou tout ça, on est giga ému. Des fois, il y a des gens, ils doivent se dire, mais pourquoi ils me regardent, ces connards, alors que c'est juste parce qu'il y a un kiff qu'on a fait. Ouais. Autant un musicien, tu sais à quoi il ressemble, tu peux aller le voir dans la rue. Et encore, mais parfois ça arrive que tu ne reconnaisses pas le musicien. Ouais. Mais là, pour vous encore, jusqu'à cette interview, voilà, qui sera regardé par 10 personnes, vous serez connu potentiellement par 10 personnes dans les prochains festivals. Et... non, plus sérieusement, on est quand même un petit peu suivi. Ça. Mais jusqu'à là, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de l'anonymat, de se dire, hey, tu sais pas que tu portes mon taf, et moi je le sais pas. Ouais, ça c'est souvent, quand on en croise dans les transports en commun, c'est assez rigolo, quoi. Vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un qui s'était fait justement tatouer un de vos travaux ou pas? Ouais, on a encore répondu ce matin à quelqu'un qui voulait se faire tatouer. Il y a des fois. Ouais, des fois les gens demandent en fait, puis des fois ils demandent pas, et c'est tout à fait ok. Mais
ils se font tatouer la pochette d'Alceste qu'on a fait, par exemple. Ouais, ça, ou, oui, ou des trucs. le Sphinx sur la pochette de Spiritual Instinct d'Alceste, je crois qu'il a vraiment été tatoué beaucoup de fois. Même avant que l'album soit sorti, Oui. en fait. Ah ouais? Ouais, on avait Oui, vu. C'est Neige d'Alceste qui nous fait Ah, le premier. Et L'album n'était pas encore sorti, il y avait juste la pochette qui était annoncée et quelqu'un s'était déjà Non. tatoué, quoi. Mais non, c'est vraiment malade de toute façon de se dire waouh, il y a quelque chose que j'ai mis en forme pour un artiste et les gens bah, se font tatouer cette mise en forme pour rendre hommage à l'amour qu'ils ont de l'artiste, ça tue quoi. Ouais, ouais. Et c'est toujours un honneur et quelque chose qui nous estomaque quoi. Vous avez pas mal de tatouages vous-même. Il y en a qui viennent de groupes ou est-ce que vous avez même vous-même fait ce chemin en fait? Oui, Oui, bah oui, oui. moi j'en ai une. J'ai une pochette d'un groupe interdit. J'ai la pochette de Philosophème de Bonzoum tatouée sur le ventre. Faut être un pu au moment où voilà. Non, parce que bah, cet album est un des albums qui m'a mis dans le black metal. Que Varg soit devenu un vieux con ou pas, c'est factuel. J'adore Kittelsen et puis bah, cette pochette est trop importante quoi. Donc oui, j'ai cette pochette tatouée sur moi. Et toi, Jessie? Ben, je crois pas, non. J'ai pas trop de tatouages liés à la musique au final. Je réfléchis, mais non. Hmm. Si j'ai un logo, on s'était tatoué chacun le logo de Léviathan aussi. Ouais. Mais voilà, c'est tout. La petite Ok. lune. Ce qui pourrait être sympa, un de ces quatre, ou je sais pas si vous y avez déjà pensé, c'est que l'un dessine le tatouage de l'autre, peut-être, non? Ah bah on se les est même, sait déjà, on s'est même tatoués Déjà, mutuellement. ouais. C'est vrai? À un moment, on voulait se lancer un peu plus dans le tatouage, quoi. Mhm. Et donc, on s'est un peu entraîné l'un sur l'autre. Cool. C'est une question que j'avais posée justement. Si vous aviez C'est des idées par toujours. rapport à ça. Bah, ça a toujours été un projet, mais en fait, le truc, c'est que c'est exactement comme la musique ou le sport ou un truc comme ça. Si tu t'entraînes pas suffisamment, t'arrives à rien et Ouais. tu peux pas le faire en dilettante. Et globalement, en fait, on n'est jamais arrivé à dégager suffisamment de temps pour avoir, je vais dire, une pratique qui nous satisfasse. Effectivement, il y a des gens qui nous font ah, non, mais ça défonce, c'est trop cool comme ça. Mais nous, on n'est pas, on est un petit peu plus exigeant que ça, quoi. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Ouais. Et on va le refaire parce qu'il y a des gens qui veulent. Et nous aussi, on a ça. Oui, oui, le tatou, on adore ça et on aimerait bien, oui, voilà, le faire nous-mêmes aussi, hein, mais on a tatoué quelques personnes, hein, mais c'est vrai que On a même eu l'arrogance de se dire hey, cool, tu sais quoi, on va devenir un petit peu plus sérieux. Donc, on a sacrifié une pièce de notre 2 pièces. Pour en faire un salon, on avait mis les formes et tout ça, et puis au bout d'un moment, au bout d'un an, on s'est dit, bon, tu sais quoi, ce serait bien que cette chambre devienne une chambre quand même. parce qu'on tatouait, je sais pas, une personne par mois, Ouais, pas bah le ouais. temps en fait. Donc, Non, en fait, une bonne nuit dans un lit, c'est ouais, bien voilà. C'est aussi. bien aussi. Donc, bon. Alors, moi, c'est effectivement, donc, comme je vous disais, j'ai eu la connaissance de votre travail par le biais de Manu qui nous en avait parlé lors du Metal Expo. Comment est-ce qu'on en vient justement à travailler sur une expo de cette ampleur? Mais, ben, Bah, c'est un petit peu marrant, c'est que à la base, effectivement, notre nom revient quand on pense à l'illustration ou au graphisme métal en France, et c'est nous qui avons été contactés pour ça. C'est la chef de projet des expos qui nous a contactés. On va dire, allez, par exemple, c'était c'est quoi, 1 an et demi avant? 1 an et demi 2 avant. ans, ouais. J'aimerais bien, on fait une expo sur le métal, sur les illustrations, sur les trucs. On fait d'accord, bah cool. On s'amène avec notre plus beau sourire et puis un petit portfolio et puis on lui montre. Mais c'est pas clair pour nous si elle veut exposer des trucs qu'on a fait, que ce soit du merch ou des pochettes, ou alors
qu'on prenne à notre charge la communication et la mise en forme graphique de cette expo. Ouais, on savait pas trop. Et puis, bah, en fait, elle nous répond pas vraiment. Donc on lui dit, alors Ouais, au c'est cas, ça. ouais. Donc au cas où, on a aussi des potes qui font vraiment du graphisme pour de la scénographie, pour de l'institutionnel, et ça peut le faire, donc vous pouvez aussi les contacter. Et puis on n'a pas vraiment de réponse. Et puis il y a peut-être 3 mois qui passent, on se dit, bon, bah écoute, c'est tombé à la flotte, et on se fait contacter par des scénographes. Et les scénographes qui nous disent on est en train de bosser sur un appel d'offres parce que comme c'est du public, ils passent par des appels d'offres, ils peuvent pas dire toi on va bosser avec toi. Ouais. Et donc ils nous disent on a vu que vous faites plein de pochettes de métal et que vous êtes français. Vous pouvez vous occuper de la partie graphique de notre dossier. On fait ouais. Ok, on a 2 jours pour faire ça. Et on fait, mais c'est marrant, cette expo, on la connaît. Parce qu'on nous a approchés pour bosser dessus. Et après, ils présentent leur dossier. On a appris qu'on a bien contribué à ce que leur projet soit sélectionné. Parce que les commissaires d'expo voulaient vraiment bosser avec nous. Et donc, on devait rentrer par la porte, mais on est rentré par la fenêtre avec les scénographes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à taffer là-dessus. Donc, on a commencé à comprendre ce qu'on allait devoir faire. Et là, c'était plus clair. Que ce soit des grosses illustrations sous forme de vitraux, et puis tout le graphisme. Et puis après, c'est devenu aussi l'affiche. Oui. Parce que c'était pas forcément prévu. Oui, c'était pas prévu qu'on fasse l'affiche. D'habitude, ils prennent une des œuvres de l'expo et puis ils le mettent en forme, quoi. Et voilà, on s'est retrouvé à bosser sur tout ça avec beaucoup de réunions. Et puis en fait, le truc comme avec les 2 commissaires d'expo, Mylène Garcin et Corentin Charbonnier, nous 2, on était aussi, on était les 4 métalleux à proprement parler de l'orga. Donc on s'est retrouvé investi dans pas mal de réflexions vis-à-vis même de choix d'œuvres ou d'agencement, quoi. Donc c'est vrai qu'on était vraiment immergés dans l'expo pendant 1 an et quelques. Vous aviez vraiment un vrai rôle même dans la mise à plat de tout et le déroulement de tout ça, quoi. Ah, on a assisté à des réunions crève-cœur où on me dit ok, on a 1h30 pour économiser 30 000 euros ou des trucs comme ça. Donc forcément, nous on connaît l'expo. On connaît l'expo qui aurait pu être. Oui, ouais. Qui a été du coup. Non, ça nous a fait marrer. On écoutait des fois des comptes rendus. Ah ouais, j'aurais bien vu ça plutôt. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu léger. Et nous, au fond, on sait que ce qui était un peu léger était prévu. Et des choses comme ça. C'était la première fois qu'avait lieu cette expo, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Alors après, il faut bien y avoir un truc qui permette d'essuyer les plâtres aussi. Après, si on est suffisamment intelligent et qu'on écoute les retours des gens qui sont vraiment dans ça. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'occasion d'y aller parce que je m'étais mal organisé et j'avoue que je suis un peu flemmard pour sortir de ma Normandie. Allez, Paris, j'aime bien, mais Paris avec des Parisiens, j'aime moins. Et du coup, j'avoue que ça m'a un peu bloqué sur le transport. Donc, bon. Mais j'ai vu beaucoup de potes qui ont pu y aller. Manu nous avait fait un super compte rendu. Enfin, il nous avait envoyé beaucoup de photos et de comment ça se passait. Enfin, il y a eu beaucoup de retours. Beaucoup de gens ont apprécié que, en tout cas, cette initiative ait pu avoir lieu et cet esthétisme ont pu vraiment plaire. Parce que c'est pas simple en plus. Hein. La scène métal est tellement vaste et en même temps tellement fermée sur des trucs que c'est pas simple de réussir à trouver un point de convergence avec tout le monde. Hein. Ah de toute façon, tu peux pas faire tout dire à quelque chose comme ça, à une expo comme ça. Mais pourtant, c'était une expo qui avait pour ambition de satisfaire des initiés, mais aussi intéresser et aider à appréhender le métal à des néophytes. C'est ça. Alors, tout gagne pas, hein. Effectivement, moi, j'y connais rien, j'ai pas tout compris. Ou alors, moi, j'y connais, j'ai pas retrouvé ce que j'espérais. Ou il y a même des gens qui font, ouais, moi, j'y allais pour avoir une approche technique, de technicien.
je m'y suis pas retrouvé, ou alors des gens, j'aurais aimé que mon genre fétiche Oui. soit plus représenté. Ouais. Mais le truc, c'est que en faisant une grosse moyenne, on a eu quand même beaucoup plus de personnes satisfaites. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien, quoi. En tout cas, moi, que ma maman ait compris le métal, je suis trop content, quoi. Ouais, vous avez eu des retours de néophytes qui vous ont dit ouais, c'était génial et tout. Ouais. Ouais. Mon reproche, c'était il y avait un manque académique historique en fait de enfin, vraiment. On arrive dans l'expo, ça commence bien parce qu'il y a les premiers costumes des fondateurs, etc. Et puis après, ça se perd un peu et ça devient vite, comment dire, une expo d'objets en fait. Ouais. Il y a un petit côté fétichiste, on va dire, Oui. pour certains. Et est-ce que les néophytes s'y retrouvaient, quoi? L'intérêt, en fait, c'était d'aider les gens d'appréhender un petit peu, de comprendre, de s'immerger dans ce qu'était le métal partout là où ils pouvaient l'être. Et comprendre que, bah ouais, en fait, j'ai déjà écouté du métal Oui, et je m'en rendais pas compte en écoutant, que ce soit en écoutant le hard rock de Led Zepp ou alors en voyant une pochette d'Iron Maiden. Ou alors même, comment ça, Alien, en fait, ça a été fait par Giger, qui a fait aussi des pochettes de métal. Et de se rendre compte un petit peu de l'empreinte culturelle du métal dont on ne se rend pas forcément compte. Rien qu'un morceau comme Love Is All, enfin, voilà, quand on a tous forcément entendu ce morceau-là, même des personnes qui n'écoutent pas de hard rock et qui disent jamais j'écouterai cette musique du machin, tout ça. Voilà. Et quand tu leur dis ce truc-là, bah oui, la chanson avec la grenouille, ouais, mais ça, ouais, non, mais c'est. Ah oui, mais si, pourtant c'est Dio, c'est Roger Glover, donc ça c'est bien. Et c'est vrai qu'il faut peut-être mieux prendre large pour justement penser aux néophytes qui ne connaissent pas ces trucs-là, plutôt que de faire un truc trop élitiste qui au final, qui va plutôt se passer comme ça, et quand il va y avoir un compte rendu, on va vous dire ouais, bon, non, de toute façon, ça sert à rien de le refaire, ça va pas intéresser les gens parce que ça n'a pas fait venir assez de monde, quoi. Donc, parce que c'est un genre musical aussi clivant. mais oui. Ils ont fait d'autres expos sur le hip-hop ou sur l'électro. Oui. Bon, le hip-hop, je comprends aussi que ça soit clivant parce que ça fait appel à des référents culturels qui intéressent pas forcément tout le monde. Mais par exemple, l'électro, ouais, c'est quelque chose qui est globalement fait pour faire danser et s'amuser, mais pas que, hein. Mais globalement, c'est pas quelque chose qui fait oh putain, j'écoute de l'électro, non, ça je peux pas, on dirait qu'il a mal. Donc globalement, ça a été c'est un ajustement de trucs entre je vais raconter ou je vais expliquer ou je vais trop expliquer en détail. Et c'est ouvert à des subjectivités, ça. Mais globalement, ça a été le spectre d'aider à faire comprendre ce qu'est le métal, tout ce que peut être le métal, la forme que peut prendre le métal, l'empreinte qu'il a aujourd'hui. C'était plus de faire une espèce de panorama culturel et social, enfin, d'un point de vue sociologique, quoi. Plutôt que réellement expliquer, ah ouais, alors ça c'est le tremolo picking, je te réponds. De toute façon, faut être honnête, majeure partie de notre scène métal, les mecs sont tellement pointus qu'au final ils vont venir là-bas, mais si tu leur dis, ouais, ça de toute façon je le sais déjà, c'est bon, ça va. Voilà, c'est. Oui, voilà. c'est assez hallucinant, quoi. Mais oui, voilà. Ouais, non, c'est pour ça qu'il y a des bouquins que des éditeurs font pour permettre aux autres d'apprendre des choses sur plein de groupes, sur les différents courants, etc., quoi. Et oui, il y aura toujours quelqu'un qui te dit ouais, mais ça je le sais déjà, quoi. Mais c'est bien. Mais faut penser à toutes les générations, parce qu'effectivement, nous on a cette génération où je pense qu'on doit quasi, allez, on va dire sur le panel entre 30, 35 et 45, 50 grosso modo. Notre culture métal est déjà en majeure partie faite. Oui, je te mets plus dans la catégorie des 35. Lève pas les yeux, Adrien, ça va. Mais bon, après, je me trompe peut-être. Non. J'ai 40 ans. Oh, bah ça va. mais voilà, il faut penser aussi que dans le lot, il y a des gamins comme nous, on pouvait l'être, qui ont débarqué dans le métal entre 13 et 15 ans, qui ne connaissent pas tous ces trucs-là. Et c'est bien de aussi. Mais ça rassure les parents aussi.
Alors moi, je me souviens de ma mère qui me demandait de lire toutes les paroles des groupes que j'écoutais pour s'assurer que justement qu'il n'y avait pas des groupes avec un mot en S. Voilà. Parce que voilà, faire attention à tous ces trucs-là. Enfin, j'ai eu la truc quand elle était tombée sur Once Upon a Cross the D-Side. En plus, mon cousin l'avait balancé en disant ouais, genre le JP, il écoute un truc, c'est des sataniques, machin et tout. Ma mère elle voulait absolument lire les paroles. Il avait fallu que je monte pas de blanche sur le truc. Enfin, voilà. Donc forcément, en tant que parent, on peut toujours être inquiété aussi sur ça. On n'a pas forcément envie de voir nos gamins de 12 ans. Enfin, quand je me baladais avec le sweatshirt manche longue de la pochette censurée de Far Beyond Driven, bon, maintenant, à mon âge, je comprends que mon oncle, il faisait des crises d'épilepsie en voyant avec ce baladé-là, parce qu'on partait faire le tour des marchés en vacances avec ça, quoi. Moi, je voyais pas le problème. J'avais un t-shirt Pantera, je l'aimais bien. Bon, c'est après que j'ai vu que c'était un essieu dans le... Enfin, bref. Mais voilà, ça permet aussi effectivement de rassurer les parents de tous ces trucs-là, comme tu disais. Oui, tout le monde a écouté du métal. Manu, tu te souviens de l'interview qu'on a fait de Christ pour Voriz? Le lien entre cinéma d'horreur et musique métal aussi est très lié, forcément. Donc, et pour l'illustration aussi. Tiens, d'ailleurs, oui, d'un point de vue illustration, la BD, ça vous intéressera de ces quatre ou pas du tout? C'est un truc un petit peu. On a déjà eu des demandes et en fait, notre réponse, elle a été. C'est un dessin vraiment différent. Nous, on n'a pas vraiment un dessin, je veux dire, qui soit profondément dynamique et narratif. C'est ça. On a plus un dessin qui va être, je veux dire, évocateur. Et composer une image pour des dessins pour une BD répond plus à des demandes, à des prérequis d'action, de narration, comme du storyboarding ou des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qu'on maîtrise pas assez, à mon avis, pour faire une BD compréhensible, ouais. Et puis il y a aussi le côté où on a du mal à bosser sur des projets très longs, en fait. On aime bien varier tout le temps, et je pense que bosser 1 an sur une BD, je suis même pas sûre que ça nous ferait plaisir, en fait. Il y a quand même des projets sur lesquels vous avez bossé vraiment très longtemps, quoi. Metal, ça vous a pris quand même pas mal de temps. Ouais, mais bon, on bossait sur d'autres choses en même temps aussi, et puis bon, c'était un truc un peu nouveau, donc on découvrait plein de choses au fur et à mesure, quoi. Mais après, non, on n'a pas vraiment eu de projet où on a bossé plus de, je sais pas, 3-4 mois, quoi. Mais typiquement, les tarots, on avait commencé, on a fait un tarot pour les éditions Brajlon sur l'univers de Lovecraft. Oui, sur le Cthulhu, effectivement, ouais. Et après, on nous a demandé 2 autres tarots, un sur le métal et un sur le Hellfest. Et à la fin, ça tirait un petit peu quand même de faire que des cartes de tarot. Donc, c'était quand même une passion à l'origine. Vous aviez déjà. Non, mais bien sûr. Mais le truc, c'est que. Quelques figures, etc. Avant le tarot Cthulhu. Oui. Bah, c'est un univers qu'on aime, quoi. Mais non, bien sûr, mais même si tu décides de partir pour une randonnée qui te motive à fond, au bout d'un moment, tu peux en avoir quand même plein les pattes, même si t'en prends plein la gueule, quoi. Donc. Puis la neige, elle est trop molle. L'idée, c'était pas de refaire l'histoire de la Soundwave ou devenir les illustrateurs de tarot. Un peu bizarre, quoi. Et puis en fait, un tarot, c'est aussi un truc où tu te dis, c'est 78 cartes, c'est la conception d'un univers, de cohérence, de trucs. Et ça prend du temps parce que tu te dis, ok, il y a les arcanes majeures, c'est hyper cool, il y en a 21, c'est bien. Ah, ça veut dire qu'il me reste 57 autres cartes à faire, ouais. Donc, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est les mineurs qui prennent le plus de temps. Et donc, globalement, c'est arrivé. Il y a des petits moments où on s'est dit, ok, il va falloir qu'on optimise. Et c'est bien, justement, de pouvoir alterner. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait sur la BD, c'est pas, en tout cas, le dessin narratif découpé pour être fluide, pour raconter, pour segmenter un récit et être compréhensible et être efficace. Nous, on est plus à l'aise, effectivement, avec, je vais dire, des sélections de tableaux, entre guillemets, de scènes indépendantes,
ou de trucs comme ça. C'est pour ça que effectivement faire un tarot, c'est que des cartes différentes qui sont pas obligées d'être cohérentes d'une page à l'autre. Et donc en tout cas, on est un petit peu plus, je veux dire, confortable là-dessus, quoi. Effectivement, il y a pas mal de choses parfois. Donc on parlait d'image, de se dire tiens, faire quelque chose à notre façon d'eux. Est-ce qu'il y a un visuel qui existe déjà où vous vous êtes déjà dit j'aimerais bien le refaire à notre sauce? On parle par exemple, tu vois, là, je pense à cette fameuse ligne de films d'horreur là, avec les Winnie l'ourson, avec Peter Pan, avec ces trucs-là, où en fait on reprend une imagerie que tout le monde connaît et qui est accessible, et que vous avez envie de rendre un peu plus sale en disant ça, je l'imagine bien à notre façon. Il y a un truc peut-être un peu à côté, mais c'est un truc qu'on a envie de faire depuis très longtemps et qu'on n'a pas fait encore, c'est de rendre un peu hommage à tout l'univers des films de John Carpenter. Et on avait un projet un peu comme ça, et vraiment on aimerait bien. On adore tellement beaucoup de ces films que on aimerait l'adapter un peu à notre sauce, faire des élus sur The Thing, sur Big Trouble in Little China. Enfin, ça on aimerait bien. Et c'est des trucs aussi qu'on aime bien parce qu'on est des fans en fait. Donc que ce soit par exemple, on s'est dit tiens, ça serait cool on avait fait ça à un moment, on avait repris La Tentation de Saint-Antoine c'est Schoengoer, un artiste du Moyen-Âge qui a fait une gravure avec Saint-Antoine en train de se faire emmerder par des démons, et qu'on a repris en mettant tous les personnages des Simpsons à la place, mais en le traitant vraiment façon gravure. Énorme. Bête et méchante, quoi. Mais c'est des trucs qu'on a envie parce qu'on aime bien les dessiner. C'est drôle, c'est que dans une interview c'était, je sais plus pour qui, je crois que c'était pour un zine qui s'appelait Geekart, qui nous demandait qu'est-ce que vous voulez, il y a un truc avec qui, un sujet sur lequel vous aimeriez bosser, et on a dit on adorerait bosser pour Clive Barker et Hellraiser, et on s'est retrouvé contacté par les éditions Brajlon encore, qui a encore déclenché un petit sourire chez Mali, pour faire une version de luxe de Hellraiser et de sa suite, Les Évangiles écarlates. Donc, on s'est retrouvé à dessiner des Cénobites et on était les plus heureux du monde, quoi. Donc, c'est hyper bien quand tu peux trouver moyen de t'approprier quelque chose qui t'a accompagné comme ça, quoi. T'as des groupes effectivement qui se font plaisir à refaire des reprises de morceaux qu'ils aiment et qui vendent. Je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi effectivement du coup dans du visuel. Il y a forcément des trucs qui t'ont influencé, que tu as envie de dire à un moment donné, moi j'ai envie aussi de montrer que ça m'a influencé, mais à ma façon, quoi. Et à l'opposé, un de votre travail à vous que vous aimeriez revoir refait par un autre illustrateur. Waouh. N'importe qui, hein, vivant ou mort, voilà. Coup de baguette magique, pouf. Waouh, elle est pas facile celle-là. Disons que ça, enfin moi c'est toujours un truc qui m'a éclaté quand on voit effectivement des bouquins d'artistes qui rendent hommage à des pochettes iconiques et à des trucs comme ça. Et je crois que j'ai jamais eu l'amour-propre ou l'arrogance de me dire waouh, j'aimerais trop un jour que des gens s'inspirent de moi. En fait, quand on retrouve ça, par exemple, sur des gens qui se font tatouer des pochettes qu'on a fait, des fois, il y a un réel retravail de la part du tatoueur, et ça tue. Parce que tu vois le truc réadapté, les personnages mis différemment ou des trucs comme ça. Et c'est intéressant, mais non, je crois pas qu'on ait un truc aussi fort, en tout cas une illus ou un boulot suffisamment fort qu'on se dise ah putain, j'aimerais trop le voir. Par exemple, je sais que j'ai été super ému à un concert de Carpenter Brut au Zénith de voir une fan qui était déguisée, qui était en cosplay d'un personnage qu'on avait conçu, quoi. Et là, tu te dis, waouh, j'ai dessiné ce truc et quelqu'un, en fait, a fait chier à se construire le costume. À le rendre réel, en fait. Rajouter des éléments, parce que tu passes d'un truc en 3D, quoi.
Non, ouais, c'était marrant ouais, de voir son costume et se dire bah, ce choix de casquette ou de bandana qu'on a fait, bah, en fait, voilà, il est devenu réel sur quelqu'un. Ça a dû On faire n'aurait chier jamais imaginé, quelqu'un. quoi. Merde, j'arrive Ouais. pas à trouver un bijou qui ressemble. Ouais. Non, non. Non, puis enfin, encore une fois, on va utiliser le terme gratifiant, voilà, c'est pour un moment, mais comme tu disais, j'ai pas la prétention de pouvoir me dire j'ai envie de revoir mon travail, mais mine de rien, quand justement on se retrouve un peu confronté, alors, peut-être pas par hasard, parce que dans un concert, tu te doutes que Ouais. tu risques de, voilà, mais ça fait quand même plaisir au moral de se dire, je peux, voilà. Et puis automatiquement, depuis 2012, vous avez forcément, pardon, influencé des gens qui ont envie de se lancer dans le graphisme grâce à ça. Bien sûr. Donc indirectement, il y a peut-être des gens qui vont avoir votre patte dans son travail qui va peut-être sortir dans 5 ou 10 ans et qui dira bah Fortify, moi ça m'a influencé quand j'étais gamin et que j'ai envie de redonner justement une deuxième vie d'un truc ou quoi que ce soit. Ah, c'est pas une fausse modestie, mais c'est pas quelque chose du tout qu'on estime, qu'on intègre. On a la tête dans le guidon et on fait ce qu'on fait et on le fait sans trop y réfléchir. Mais effectivement, un petit peu plus tôt dans l'année, Ouais. il y a Enzo, un petit mec qui nous envoie un message en disant j'adorerais faire un stage chez vous parce que je vous ai découvert au lycée et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais. On fait waouh, au lycée quoi. Et puis bah, c'est comme ça que c'est devenu le premier stagiaire qu'on ait jamais pris alors que juste avant, c'est pas juste parce il nous a dit il nous a émus, hein. C'est parce que son taf était super et qu'on s'est dit allez tu sais quoi on va tenter et donc on a fait un petit stage de 5 semaines, 5 semaines à la maison. On a rajouté un bureau dans une pièce déjà bien trop remplie et ça l'a fait. Et là, tu vois, tu te dis, merde, j'ai inspiré quelqu'un, j'ai fait naître ou j'ai contribué à faire naître une vocation. Ça tue. Mais Ouais. c'est insensé et incompréhensible, hein, C'est vraiment en l'accueillant et en l'ayant en stage là qu'on s'est rendu compte bah oui, qu'on pouvait inspirer des gens plus jeunes, quoi. C'est vrai qu'avant, on se rendait pas compte de ça, quoi. Et là, de se dire, ouais, il suit notre travail depuis. Ça permet aussi de voir peut-être d'une façon plus terre à terre aussi et prévenir en disant attention, c'est pas toujours que du bon temps non plus. C'est un travail agréable parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, mais c'est pas toujours facile. Et c'est bien aussi de montrer du coup en stagiaire comme ça que bah, si on veut travailler dans l'illustration, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures. Peut-être pas dire de sacrifice, mais mais c'est énormément c'est un sacerdoce, ouais. C'est un sacerdoce, mais que ce soit même pour la musique, hein. Si ton album défonce, ouais, il y a toutes les engueulades, le stress, les investissements, les moments où tu te mets dans la merde, les moments où tu doutes, les moments où tu as envie de tout plaquer. Et puis, c'est toujours ce que je dis. Si tu manges ton plat préféré tous les jours, au bout d'un moment, tu risques d'en avoir marre. Et pourtant, ouais, tu manges ton plat préféré tous les jours, donc t'as de la chance, quoi. Donc, et c'est aussi un risque. Par exemple, avant qu'on commence Fortifem, moi, je bossais en agence, je gagnais très, très bien ma vie. Et quand j'ai arrêté, bah, je suis passé de 3000 balles à 600 euros de salaire par mois. Il a fallu trouver comment faire fonctionner ça, quoi. Donc, il y a des sacrifices qui se font. Et c'est pour ça que par exemple, il y a énormément de musiciens aujourd'hui en France qui peuvent pas vivre juste de leur musique. Ah non, bah, encore plus dans la scène métal. Enfin, là-dessus, c'est hallucinant. Et on peut, à tout petit niveau, sur un point de vue musique ou quoi que ce soit, mais avec l'âge maintenant, quand j'en parle parfois avec des gamins qui ont peut-être entre 15 et 20 ans, je leur dis parfois, j'avais eu cette discussion avec mon fils aussi, qui lui a voulu, qui travaille dans la musique, il est bien conscient que c'est beaucoup de taf, mais lui, il perce notamment dans tout ce qui est la trappe, dans tous ces trucs-là. Mais je lui ai toujours dit, n'espère pas être aussi célèbre que des personnes il y a 15 ou 20 ans, parce que tout a déjà été fait. Et puis c'est très fulgurant. Enfin, c'est vrai que maintenant, autant avant la carrière de quelqu'un dans l'art pouvait s'étaler sur des années, des décennies, maintenant ça s'étale sur des mois, voire parfois des semaines. Et c'est pas simple, quoi. Non, mais c'est toujours bien en tant que personne qui est là depuis quelques années, qui côtoie des personnes qui font ça depuis quelques années, de pouvoir aussi donner un reality check à tout le monde, de se dire, bah c'est
pas que Attention, je rêve et surtout, non, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Il y a, c'est un travail passion doit rester aussi une passion et ouais, tu dois. Je pense qu'il y a beaucoup des meilleurs musiciens qui ont pas forcément prévu d'aller se casser le dos pour monter une scène de Taylor Swift parce qu'ils font du roadie à côté pour pouvoir s'en sortir ou des trucs comme ça. Et on reçoit des fois des demandes. Ouais, moi j'aimerais beaucoup m'orienter vers l'illustration de pochettes de métal extrême. On dit, fais pas que ça. Attention. Non, ça, c'est toujours ce qu'on dit. Enfin, nous, si on bossait que pour le métal, on gagnerait pas Ah ouais, non, notre vie, non. en fait. Il faut vraiment avoir des trucs à côté, quoi. Il faut avoir effectivement, ce qu'on appelle entre le job passion et le job alimentaire, quoi. Ah ouais, complet. Il faut se permettre d'avoir ce truc alimentaire pour avoir la chance de pouvoir faire son truc passion. Ouais. C'est pas l'inverse. C'est pas le truc passion qui va te nourrir le frigo. C'est Et puis ça permet d'avoir aussi un rapport beaucoup plus sain avec ce que tu fais dans la mesure où, ouais, si je vais bosser sur ce t-shirt par exemple, en fait, les t-shirts dans le métal, que ce soit pour un petit ou que ce soit pour un grand groupe, les tarifs sont très très plafonnés. Ouais. C'est-à-dire que nous, quand on s'était retrouvés à faire des t-shirts pour Rammstein à l'époque, un t-shirt pour Rammstein, c'est 500 balles. Oh, vache. C'est 500 balles, c'est le prix annoncé. Voilà. Et 500 balles, en fait, c'est rentabilisé en 23 secondes sur leur stand, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Et donc globalement, pour qu'un t-shirt qui nous rapporte 500 €, avec sa conception, sa réalisation et tout ça, on pourrait pas, si on voulait que ça soit rentable, y passer plus de, je sais pas, 2 jours. Mais c'est pas possible parce que on a décidé de s'emmerder un maximum avec une technique chronophage et donc on est obligé le temps qu'on y accorde, on est obligé de pouvoir trouver à côté d'autres choses pour pouvoir rendre ça possible parce qu'on fait pas juste ça pour perdre du temps et du fric juste pour faire de belles images. C'est qu'on a besoin aussi de bouffer, quoi. Ouais, oui, non mais voilà, rien que d'avoir une pièce comme là où on est, hein, tu vois, c'est parfois spécifique aux gens aussi. Rien que d'avoir un toit et un frigo et de la lumière, c'est pas donné non plus à tout le monde. Hein. Voilà, mais bon, ça, faut bouffer un petit peu effectivement de pâté aux cailloux pour en prendre conscience, quoi. Justement, tu parlais des techniques que vous utilisez pour travailler. On va, je pense à mon avis, mettre les pieds dans un sujet qui va fâcher beaucoup, l'intelligence artificielle justement pour le visuel. Pour vous, ça peut être un handicap ou ça peut être un avantage si c'est bien utilisé? Alors, plusieurs choses. Le côté handicap, il faut vivre avec son temps de toute façon, c'est pas quelque chose qui va partir. Ouais, ça a pas l'air de... Oui, on voit beaucoup de gens qui essaient de remonter le courant ou non, au bout d'un moment, en fait, vous allez juste vous fatiguer, vous. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi s'approprier ces évolutions technologiques de manière éthique et soignée parce que effectivement, c'est pas éthique, c'est quelque chose qu'on a nourri avec des images qui n'appartenaient qu'aux artistes et aux gens qui les avaient payés. Et donc c'est pas OK. Il y a des groupes qui aujourd'hui font des pochettes juste avec de l'IA. Bah écoute, si vous avez les moyens de payer des vrais artistes et que vous décidez de faire ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais par contre, si vous êtes OK avec ça, c'est votre problème. Moi, j'ai pas envie de bosser avec vous et je le comprends. Par contre, je trouve ça génial qu'effectivement, des petits groupes qui n'ont pas forcément les thunes de faire un truc cool puissent mettre en forme visuellement quelque chose qu'ils ont en tête et avoir une pochette satisfaisante. Ouais. Je trouve ça chouette. C'est une bonne opportunité. Nous, on se sert de l'IA pour bosser. C'est-à-dire que on s'en sert pour réfléchir à des compositions, à des mises en forme, des trucs comme ça. On fait pas mal de collages numériques, comme en fait, par exemple, avant, quand on voulait faire un collage numérique pour ensuite le redessiner, s'en servir de brouillon, avant, en fait, c'était la même chose. On allait sur Google, on rechopait une image de tel
je sais pas, dans telle disposition, et puis on l'a modifié, on l'a Une découpé. texture ou de Voilà. trucs. Enfin, voilà. Et donc, Dans les pochettes maintenant, de carcasse, il y a une pochette de carcasse, c'est ça, hein, c'est des collages de trucs. ouais, Ouais. complet. Et maintenant, en fait, plutôt que se dire, ah, j'aimerais bien, je vais scroller dans Google parce que j'aimerais bien voir la gueule qu'ont des nuages d'un ciel d'orage, bah, on va carrément demander à générer ça. Et en fait, on s'en sert d'une boîte à outils assez Oui, pratique, voilà. quoi. C'est- Mais globalement, en fait, je pense que effectivement, se servir de l'IA pour un moyen de production et d'avoir un produit fini, je pense que c'est pas bon, c'est pas bien. Et en tout cas, c'est pas ce qu'on fait. Par contre, se dire non, non, moi je bosse pas parce que l'IA a été construit sur un cimetière indien, ce qui est vrai, hein, et qu'effectivement c'est un truc terrible d'un point de vue éthique, écologique et tout ça. Écologique aussi, oui, voilà. Ça fait chier, mais en tout cas, je pense que ça serait se tirer une balle dans le pied que de se dire non, non, je vais choisir Je refuse et l'emmerdement maximal. Euh, je sais pas si des mecs se disent non, non, moi je refuse de me servir de l'électricité qui est un Oui, truc. c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Du coup, les mecs vont dire non, moi je travaille que au crayon à papier, sur une feuille, parce qu'en fait je refuse de prendre de l'encre parce que c'est trop moderne. Enfin, on arrive toujours après sur une histoire de dosage en fait de trucs. Voilà, C'est ça. après moi je mets aucun jugement sur les gens qui veulent rester en dehors de ça. C'est leur choix et tout ça. En tout cas, nous, c'est pas le nôtre, quoi. Non, mais enfin, on sait que sur certaines étapes, ça peut nous simplifier un peu la vie et nous faire gagner un petit peu de temps. Et on l'utilise pour cet usage-là, mais avec parcimonie. Rien que pour voir effectivement si une idée que vous avez en place peut se. Ouais, bah oui, parce que le temps c'est de l'argent, hein, on connaît ce truc-là. Ouais. Le temps que vous allez prendre pour mettre en place une idée, machin, pour au final vous dire merde, j'ai passé une semaine et au final c'est pas ce que je voulais. Bien Bon, sûr. bah, c'est vrai que ça permet de dégrossir son truc. Oui, et voilà, puis, ça nous permet de tester des positionnements, des cadrages, des choses auxquelles on Ça penserait peut pas. aider, ça peut aussi aider le client à vous proposer quelque chose. Ce qu'il a en Carrément. tête, Oui, ce qu'il ça, n'arrive oui. pas à exprimer par des mots. Ouais. Peut-être qu'avec l'IA, il va dire bah, tiens, Ah c'est bah. ça que je voudrais, mais fait par vous. Quoi. Ben, carrément, oui, ça nous est arrivé sur certains projets là récemment. Effectivement, plutôt que de passer par un texte, on nous envoie des images déjà générées par IA et c'est vrai que ça permet de se comprendre plus facilement, quoi. Parce que c'est un vrai truc quand tu bosses avec des artistes musicaux, tout comme nous, on saurait pas retransmettre en musique directement ce par quoi on pense. Eux sauraient pas le concevoir visuellement. Donc, ça peut créer un pont assez pratique. Pour ça, ouais, de pouvoir. J'aime bien, c'est que assez souvent, quand des gens se pointent avec une image de ref ou un truc comme ça qui est fait en IA, ils en parlent comme s'ils avaient commis l'irréparable. Ouais, Avec les mains sales. Bon, pardon, c'est de l'IA de merde. Hein, mais... On mérite pas. Et donc, globalement, ouais, l'intérêt après, c'est de s'en servir juste comme un facilitateur à la base, mais pas comme un produit fini. Non, voilà, il faut que ce soit un outil, mais pas. C'est ça. Donc, mais voilà, c'est une bonne vision de la chose. Et comme vous dites, voilà, il faut savoir vivre aussi avec son temps. On est en 2024 maintenant. C'est pas encore Skynet, hein, voilà. Non, puis après, il y a des IA plus ou moins éthiques aussi. Hein. Ouais. Il y en a certaines qui utilisent uniquement des bases d'images qui ont été achetées à des illustrateurs. Donc, ok. Ah, du coup, c'est le bon compromis au final. Ouais. Ça permet effectivement de mais après, le truc, c'est que le problème aussi, c'est que c'est une partie d'un truc qui siphonne des opportunités à des illustrateurs. Mais tu me diras ou à des photographes surtout, ou à ouais, des je pense photographes, même de la musique maintenant. Hein. T'arrives en mettant des mots ou des trucs comme ça, il y a un style de musique, ça te compose une musique par intelligence artificielle. Donc là, ouais. Et là, ils ont encore sorti un nouveau truc enfin, une nouvelle version d'une IA pour la musique. C'est flippant. C'est flippant et ça fait chier. Mais c'est un vrai problème en fait. Hein. Je dis pas. Je préférerais que ça n'existe pas, ce genre de truc, parce que ouais, on a des potes qui nous ont dit ah bah moi là j'ai perdu mon premier appel d'offres contre une IA. Ah la vache. Et ça fait chier parce que en tout cas c'est des boulots qu'on fait quand même par choix.
bah oui. photographe, d'être artiste visuel ou d'être musicien. Mais bien sûr que ça fait chier quand une opportunité de mettre du beurre dans les épinards ou de gagner sa vie, on se retrouve à se faire niquer parce que cet habillage sonore d'un podcast, je vais pas le faire parce qu'il y a quelqu'un qui nous a sorti quelque chose avec une IA, ou alors que telle grande marque va faire sa campagne à l'IA plutôt que de demander à quelqu'un, à un photographe, ça fait chier. Bah, c'est ce que tu disais, encore quand la personne n'a pas les moyens, il fait avec 2 bouts de crayon et 4 bouts de scotch. Ok, bon, mais quand effectivement des gros trucs ont largement les moyens de pouvoir faire quelque chose, Ouais. Non, bon, Voilà, ouais, on parlait de ça. C'est comme à l'époque du home taping ou même toutes les pochettes de Black où des mecs se contentaient de reprendre un tableau qu'ils aimaient bien, ils mettaient leur logo en haut à gauche ouais. et basta. Là, maintenant, ouais, c'est sûr que c'est un petit peu différent et disons que ça déclenche une clause éthique qui peut que être satisfaisante parce que tu sais que des groupes qui aujourd'hui maintenant viennent te voir pour avoir une image qui pourraient très bien choisir de générer eux-mêmes, on sait qu'on part déjà sur de meilleures bases, en tout cas. Donc voilà, mais c'est une époque particulière. De toute façon, on est en train de parler de problématiques qui n'étaient pas concevables il y a un an et demi, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, on arrive sur une petite heure 20 là d'interview, mine de rien. Donc c'est déjà voilà. On va arriver donc au petit voilà, sur des fins de questions. Si il existait un visuel, tout support confondu, cinéma, artiste, voilà, que vous auriez adoré pouvoir créer en disant ça c'est nous, qu'est-ce que ça aurait pu être? waouh, putain. Waouh. Je sais pas. Ça peut vraiment être. Je suis en train de passer toutes les images. Ouais. Ça peut être voilà le visuel d'un film, une pochette d'album, une pochette d'un livre, enfin la jaquette d'un livre, voilà. Le truc où vous vous dit ça putain j'aurais adoré que ça sorte de mon esprit. Ah, bah après, je serais pas sur une image en particulier, mais vraiment, je trouve que le travail de Giger, d'avoir son imagination et tout ce qu'il a pu créer, c'est j'aurais aimé avoir cette créativité-là, quoi. Enfin, créer des mondes comme ça entiers qui Ah oui. qui sont pas imitables du tout. Enfin, on reconnaît directement un Giger et c'est vraiment un monde fascinant, quoi, ce qu'il a généré, ce qu'il a créé, quoi. Ouais. Vous avez eu l'occasion de le visiter, le musée Giger? Ouais. Enfin, moi, oui, ouais. Moi, non, toujours pas. Mais, ouais. C'est un pèlerinage qu'on va faire, ouais. Mais non, ouais, moi, je crois que enfin, j'ai toujours été fasciné par le jardin des délices de Jérôme Bosch, avec et globalement bah, tout ce que fait Jérôme Bosch ou même Bruegel l'Ancien sur des représentations démoniaques un petit peu tarées. Je me dis, j'ai toujours été fasciné par l'approche du monstrueux et de la couleur qu'il y a eu. Et ouais, j'aimerais un jour faire un truc aussi beau, aussi fort et aussi hypnotique. Et je dis pas ça parce que c'est littéralement le motif de notre rideau de douche. Mais Rien à voir. non, ouais, c'est vrai, ouais. Bosch aussi, effectivement. Bon. C'est bien parce qu'en plus, ça va permettre à des gens qui ne connaissent pas. Moi, c'est vrai qu'honnêtement, tu vois, là où je fais l'interview, je suis allé voir. Parce que j'ai peut-être déjà vu le visuel, mais le nom, je ne connais pas. Et du coup, j'allais voir ça. Tu connaissais Manu? Alors Bosch, oui. Ouais. C'est les bougies. Le tableau en lui-même, non, je crois pas. Enfin, à mon avis, comme toi. Hein. mais je crois que quand vous le verrez, Jardin des délices, vous ferez ah bah oui. Ouais. Ah d'accord. Ok. L'année 2024 touche à sa fin. Oh. Et on est vraiment sur les dernières semaines, hein, voilà. J'aime bien de temps en temps poser un petit peu cette question-là pour faire une rétrospective de l'année. S'il fallait faire un top 3 des films, des musiques et des concerts qui vous ont marqué. Waouh. Putain, j'ai toujours été nul pour le top. Ah bah on va faire un top 1 ou un top 2. Allez. Non, film, il y a eu beaucoup de films bien cette année. Allez, vas-y, fais le film. Oh là là. Non, moi, un film qui m'a vachement marqué cette année, c'est, je crois qu'il est sorti cette année, hein, c'est I Saw the TV Glow, qui est un petit film indépendant qui
qui a une ambiance très particulière, un peu réminiscente des séries télé fin 90, 2000. Complètement Buffy, quoi. Ouais, très esthétique Buffy. Cool. Et super histoire, super esthétique et très particulier. C'est sur l'histoire un jeune homme afro-américain qui découvre un petit peu qu'il est en décalage avec la société Ouais. et qui trouve sa place, son identité personnelle, enfin son identité de genre. Et ce qui est complètement drôle d'ailleurs, pour laisser à du métal, on s'est rendu compte au moment du générique que le papa un petit peu malfaisant c'est Fred Durst de Limp Bizkit. Ouais, il y a Fred Durst dedans. Énorme. Et il y a beaucoup de passages de groupes de métal aussi. Donc, ouais, film super intéressant. On a bouffé là récemment The Substance aussi, Oui, aussi, ouais. qui est une espèce de film un petit peu OVNI, ouais, un peu, non, fan art condensé, mais qui va choper pas mal de références de réalisateurs qu'on aime bien, que ce soit Cronenberg ou Brian Yuzna, et donc qui en ont fait un truc un petit peu assez premier degré sur l'injonction à être belle et pas mal de body horror en tout cas. Donc The Substance de Coralie Farja qui vient de sortir. Il y a de très bon retour, hein, effectivement. Ouais. De nos jours à 61 ans, c'est un joli retour apparemment sur le film. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai envie d'aller voir. T'avais suivi un petit peu celui-là, Manu, ou pas, pour The Substance? Quand j'ai vu pas mal de chroniques, etc., quoi. Mais non, je n'ai pas suivi son développement et je ne suis pas encore allé le voir. Il est dispo aussi chez mon oncle d'Amérique, au cas où. Mais, et puis sinon, Musique, concert. Musique, concert, putain. Je ne verrai pas un gros concert de hardcore japonais ce soir. Mais, alors, musique, qu'est-ce qui est extraordinaire? Alceste qui ont sorti un album extraordinaire déjà. Le nouvel album de Alceste qui est vraiment fou. Moi, je suis très content parce qu'il y a un de mes groupes préférés qui a ressorti un disque il y a quelques jours. Le groupe s'appelle BSI, qui est un groupe de black metal polonais un peu expérimental, dont le chanteur est une drag queen. Je n'invente rien. Et donc, ils ont sorti Golem, leur troisième album, qui est une espèce de truc XP complètement zinzin, qui est très très bien. Qu'est-ce qu'on a écouté de Folichon? Il y a Paysage d'hiver aussi qui ressort un très long album et qui déjà gagne tout mon cœur. Mais putain, je suis nul en top. Non, mais après, concert. C'est pas simple, mine de rien, parce qu'il y a tellement de sorties de trucs au final. Il y a plein de trucs qu'on a écoutés, mais il y a peu de choses qu'on retient en fait. C'est quelque chose que je me rends compte actuellement. J'ai beau être un boulimique de musique ou de film, en fait, il y a plein de trucs parfois que je me remets en disant ça, je l'ai pas. Ah, si, oui, bah si, en fait, oui, je l'ai vu quoi. C'est le fameux film que tu regardes, c'est pendant 15 minutes, tu fais putain, mais je le connais ce truc-là, c'est pas possible quoi. Donc. Concerts qui nous ont foutu des claques dans la gueule, on a organisé en fait, donc on est un peu biaisé, mais VMO, Violent Magic Orchestra, qui est une espèce de collectif mi-black metal, mi-techno-hardcore, dont on a organisé un concert. Ils étaient passés à Paris, au Petit Bain, donc une salle de je sais pas combien de personnes, de bonne taille en tout de cas. bonne taille. Et en fait, ils nous ont demandé de faire un petit concert un petit peu punk dans une cave et on s'est retrouvé à faire un concert de 60 personnes dans une pièce de 25 mètres carrés maximum. Oh la vache. C'était intense. Il y avait beaucoup d'eau qui goûtait du plafond. C'était de la sueur. Ouais. Et donc ça nous a bien tapé sur la gueule et tous les chanceux qui étaient. Sinon, un groupe belge qui s'appelle 12 Escadeurs, qui est un side project du bassiste d'Amenra, qui est un groupe entre sludge et rap.
Ouais. parce il est fan de ça, qui partent d'ailleurs, enfin qui sont d'ailleurs en tournée avec Alceste en toute première partie. Ouais, sur Donc, la tournée européenne. c'est un duo basse-batterie avec deux chants, et ils sont juste deux sur scène, et ça, Ouais, c'était vraiment un super concert. C'était hyper bien. Et puis sinon, comme d'hab, il gagne toujours c'est Fange, quoi. Oui. Ouais. Fange qu'on a vu récemment en première partie d'Ulcerate, Ulcerate aussi, hein, c'était Oui, mal non, mais- parlé, mais C'est une toujours leçon, très ce ému. groupe. Toujours très ému par Fange, Ouais. qui... Ils sont vraiment super en concert. Enfin, je trouve qu'ils ont ils occupent l'espace d'une façon géniale en plus, quoi. Donc, ouais. On a Dès 4 qu'ils sales passent à mecs. Paris, on va les voir, quoi. 4 sales mecs côte à côte en train de se cracher dessus. Ouais. On est là. Manu, tu voulais poser une dernière question? Une question un peu fan aussi. Si vous aviez joué de la musique, quel instrument vous auriez pratiqué? Ou est-ce que vous pratiquez un peu Je voulais absolument faire de la batterie à un moment, mais mes parents m'avaient pas laissé en avoir une, quoi. Mais donc, ouais, ça aurait été la batterie. Pareil. C'est un truc qui. Ouais, Il est jamais trop tard pour ça. ouais. C'est vrai. C'est vrai, mais non, batterie, ouais, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc intéressant et fascinant. En tout cas, moi, je peux passer un concert juste à mater un batteur et puis je trouve ça super, quoi, parce que tu es concentré sur tes trucs alors que tu même pas obligé d'interagir profondément avec les gens qui sont devant toi. Non, ou sinon du chant, hein, mais ce qui est un petit peu un rapport complètement différent. Mais ouais, batteur, c'est Avec Ulcerate, ouais, vous avez dû en avoir pour votre argent. Parce que Jenny Samera. C'était, pour moi, enfin, il fait partie des deux batteurs qui m'intéressent le plus, en tout cas dans son approche, que ce soit lui et puis Darkside de Mkwa, qui ont une espèce de groove, mais inconcevable, et une technique folle. Ouais, encore Jimmy Samera, c'est encore plus vicieux, hein, je trouve. Ah ouais, mais parce que lui, enfin, il y a des parties jazzy, il y a des parties cadencées, enfin, c'était fou. Et Ulcerate, à la limite, j'ai adoré, mais au bout d'une demi-heure, je savais que j'en avais trop pris, quoi. Ouais, faut le digérer, hein. Ah ouais, mais parce qu'ils leur transmettent, c'est un album qu'ils vont mettre, je sais pas moi, mettons 6 mois à mettre dans la boîte, ils sont capables de le retranscrire à la note près. Et il y a tellement ben, c'est tellement bien rendu qu'à la limite, l'organique l'organique passe pas tellement Oui. c'est machinal. Mais c'est beau à pleurer, hein. C'est peut-être à voir, à mon avis, une fois dans sa vie, dans un contexte fest, à la limite, parce que c'est condensé sur 30-40 minutes. Ouais. Vraiment un concert d'une heure, parce que c'est vrai que déjà un album de Ulcerate, faut vraiment être concentré. C'est pas le genre de truc que tu mets en fond musical comme ça, on peut très très vite être perdu. Mais moi, étant batteur, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé ses vidéos. Et voilà, moi, j'aime beaucoup son jeu, effectivement. Ça a l'air facile en plus, hein, quand on le voit jouer. Mais... Ah oui, non, mais c'est ça, on peut se dire, waouh, c'est super, oh, puis merde. Est-ce que vous connaissez la définition du memento mori? Ouais. Ouais, donc c'est souvent la dernière question avec laquelle on clôture nos interviews. Donc, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Qu'est-ce que vous auriez aimé laisser en memento mori? Et... En tant que fortifem et en tant qu'individu. Mais je crois qu'on en laisse, en laisse en permanence, en fait. Tout ce qu'on a sorti déjà nous survivra, et c'est immense. Je crois que si ça devait s'arrêter là, on serait déjà les plus heureux du monde. Parce que quand on nous demande avec qui vous voulez faire des trucs, c'est plus aussi facile parce qu'on a fait des rencontres extraordinaires. Oui. Ouais, on est déjà content d'énormément de choses qu'on a réalisées, quoi. Donc, mais à laisser un truc, à la limite, cet appart, faites-en un musée, quoi. Pourquoi pas, après tout. Faudra garder le rideau de douche. Voilà. Voilà.
Merci à vous deux en tout cas d'avoir joué le jeu de notre interview. C'est vraiment quelque chose. On va inviter au maximum les gens qui nous suivent effectivement à aller vous suivre sur les différents réseaux. Donc on vous trouve sur Instagram. Il y a un lien link aussi pour tout vous retrouver exactement. Il y a les sites internet. Ça a été vraiment super cool. Enfin, en tout cas, ça m'a permis vraiment de découvrir deux passionnés passionnants, on va dire. Et merci à vous. Les merci à vous. Merci à vous, merci à toi, Ouais. merci de ces questions déstabilisantes. Mais c'est ça qui est très, bien très intéressant dans nos interviews et qui à chaque fois fonctionne. C'est que, comme je vous disais, c'est de la discussion, c'est tout ça. Ça a permis justement aux gens. J'utilise toujours cette image-là de discussion entre gens dans un concert, dans une salle de concert. On discute et c'est les personnes aux alentours qui vont écouter en disant. Qu'est-ce qu'il dit ? Putain, je vais peut-être aller voir, je vais peut-être aller m'intéresser. Et le but du jeu, c'est ça, c'est de sortir du cadre parfois prérequis des réponses convenues ou des gens qui ont des journées d'interviews sur 10 interviews qui ont 9,5 fois la même question. Donc voilà, c'est de pouvoir vous faire sortir de votre zone de confort tout en vous laissant quand même dans votre petit cocon. Et voilà. Les chers M&M's, on vous laisse ici. N'hésitez pas à nous suivre encore. Merci encore une fois pour à chaque fois les petits messages que vous faites, les petits partages de vidéos, ça nous fait toujours très très plaisir. Les chroniques arrivent encore comme d'hab. Il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. On arrive sur une fin d'année, donc peut-être qu'on va ralentir un peu sur les interviews ou peut-être pas. On verra bien. D'ici là, prenez soin de vous. Si moi je vous revois pas d'ici les fêtes de fin d'année, mettez-vous en plein la panse. Faites-vous bien plaisir. On n'a qu'une vie. Manu, à bientôt. À bientôt. Fortifem, à bientôt. Ciao, merci. Et les M&M's, à bientôt. Ciao.